débuter cette session. Je m'appelle Simon Tessou, je suis architecte et enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Je remercie le GERFO et en particulier Stéphane Banzani de m'avoir confié l'animation de cette table ronde qui s'annonce très riche. La session est intitulée « Archétypes ». Les 5 contributions que nous allons écouter abordent la question des archétypes, mais aussi de l'archaïque, de nouveau, selon des points de vue très divers. Avec Aaron Schreurs, nous allons aborder l'archaïque sous l'angle du concept de l'Einfachbauen et de la matière. Anne Rocoplo s'intéressera ensuite, elle, aux figures archétypales de l'habité dans l'art, et elle mettra en évidence la présence de dispositifs archétypaux dans certaines pratiques contemporaines, en évoquant notamment leur dimension communautaire. Éric de Thoisy s'intéresse quant à lui à la rémanence numérique des figures archaïques dans certaines architectures contemporaines et interroge leur signification. Amanda Lawrence associe l'archaïque un historique à la question du générique en architecture. Nous verrons comment elle définit le générique, d'une manière très éloignée de ce que pourrait faire Rem Koolhaas, par exemple. Enfin, Chiara Roma nous parlera de l'écharnage comme processus archaïque dans la modernité, à partir d'un corpus singulier de projets choisis dans le répertoire du Corbusier. Donc, je vais pas être plus long, je vais laisser la parole à nos 5 invités que je vais présenter tour à tour. Nous allons donc débuter par Aaron, qui a fait ses études à Delft et Londres, et qui est architecte à Sud-Office à Rotterdam. Elle est aussi chercheur à Leuven et enseignant à Delft. Elle prépare actuellement une thèse sur la question de la matière et de la culture architecturale avec Caroline Voigt et Lara Schwerer. Donc je lui laisse la parole et puis nous avons hâte de vous écouter. Merci. So my talk will be in English. Ma discussion sera en anglais. I will give the translators lots of fans. Je vais donner quelques travail à mes interprètes. Lors de la conférence matérielle organisée plus tôt à l'université d'Aix-la-Chapelle, tous les architectes présents ont exprimé leur inquiétude quant à la complexité de l'industrie du bâtiment contemporain. Ils ont tous deux fait référence à la notion de Einfachbauen, de bâtir simple, qui est l'idée de développer des systèmes de construction monolithiques capables d'innover et de simplifier le processus de construction. Il n'est pas rare que les innovations matérielles soient motivées par une amélioration des pratiques existantes. Mais le concept Einfachbauen a une dimension supplémentaire. Il embrasse intentionnellement le geste de construire dans des dimensions archaïques. Ce n'est pas la première fois que vous voyez ça. Ça touche à un projet architectural ancien, la première habitation ou la cabane primitive. L'historien de l'architecture Joseph Rickwert considérait la recherche de la première hutte comme un désir inné des sociétés de renouveler la validité de leurs actions en tant que, comme la dame l'a dit. De même, les innovations matérielles doivent être validées avant de pouvoir faire partie de la culture architecturale. Le texte se penche sur un cas concret d'un bâtiment fait d'un matériau monolithique, Einfachbauen. Il démontrera que sa référence à l'origine de la construction est un moyen de légitimer le nouveau matériau et de créer un sens à la fois dans un sens architectural et culturel. Je vais le faire en comparant mon cas d'étude avec plusieurs autres cas de l'histoire des huttes primitives. Donc l'étude de cas. Pour les parasites, c'est un festival de logements alternatifs. Le bureau germano-néerlandais Courtney Stuhlmacher Architects, CAISA, a construit un petit pavillon au-dessus d'un entrepôt vide
en 92 à Rotterdam et viennent s'installer à Rotterdam. Le festival a formulé une critique de ce qui était alors connu sous le nom de Superdutch, le paysage néerlandais dominant à l'époque. Ils avaient une rhétorique assez provocatrice. Pas d'argent, pas de détails. Leur focalisation sur l'extérieur et leur dépendance au concept. Donc, KSA a construit le petit pavillon d'un seul matériau, le bois lamellé croisé. Un matériau innovant, une plaque à base de bois fabriquée à partir de bois lamellé collé, une sorte de multiplex. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, pour les murs extérieurs, les planchers, les cloisons, les toits, même les escaliers et les meubles. La construction doit être plaquée pour la protection contre les intempéries, mais l'intérieur n'a pas besoin de finition, offrant ainsi la possibilité de révéler les lattes d'épicéa. Le choix de ce matériau, conçu, qui n'était pas occupé, comme disait Sturmacher, c'était quelque chose de très conscient. Donc la hutte primitive, le bois a joué un rôle important dans deux des bâtiments primitifs les plus influents de l'architecture. Ici, la cabane primordiale de Laugier et la cabane des Caraïbes de Semper. La hutte primordiale de Laugier formait un argument dans la recherche des fondements de la discipline que Laugier cherchait dans l'art de la mimésis. Mais il n'a pas voulu dire imitation dans la tradition de la Renaissance, l'art au service d'un but civique, mais comme une discipline autonome, l'art matériel de la construction. Il devait imiter la nature et donc les poutres de bois pour la première hutte sont venues de la forêt, présentes dans la gravure sur la couverture du célèbre livre de Laugier en 1755. Ces cabanes en bois étaient un encouragement pour les architectes de baser sur la nature au lieu des ordres classiques qui avaient jusqu'ici fait l'objet de traités d'architecture. Pour Laugier, la hutte était la vraie perfection. Et on saute 50 ans plus tard. Quatremer de Quincy ne décrivait pas la hutte primitive comme un bâtiment physique, mais lui, et beaucoup avec lui, voyaient toujours le bois comme le matériau primordial. L'évidence, la preuve, il l'a trouvée dans le fait que toutes les sociétés primitives ont fait leurs abris en bois. Contrairement à Laugier, Quatremer ne croyait pas à la qualité absolue et suprême de la première hutte, mais la considérait comme un point de départ d'où toute l'architecture s'est développée. On va jusqu'à Semper. 50 ans plus tard, Semper a pris le concept de l'architecture comme développement continu. Il a développé cette idée de Stoffwechsel, ou métamorphose matérielle. Stoffwechsel décrit le transfert des formes d'un matériau à un autre, où la mémoire du premier matériau est inscrite dans le nouveau matériau. Le processus de fabrication du premier est symbolisé dans les détails ou l'ornement de ce dernier. Pour Semper, Stoffwechsel était un processus créatif où les moyens techniques deviennent des signes culturels et où les bâtiments deviennent l'architecture. Et voici pourquoi l'architecture a été développée. Il utilisait l'exemple de la cabane des Caraïbes pour décrire comment chacun des matériaux est utilisé pour adapter ses capacités techniques. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre. Il considère la cabane comme une lecture architecturale des actions et des rituels humains. Le bois était la force tectonique, un système primitif, réservé à la construction et au toit de la maison, dont la fonction principale était de fournir un abri à l'acte d'habitation. Donc une vision d'anthropologue. Retour au présent. L'histoire de la hutte primitive dessine des parallèles avec la petite hutte de KSA. Pour commencer, le choix pour le bois était aussi motivé que celui de Laugier, en tant que décision stratégique, et dans le cadre d'un argument spécifique contre une pratique actuelle. Voici VRDV, Superdutch, où les matériaux utilisés n'importe peu. Le bois est un matériau vivant, mais avec des qualités distinctives, pour évoquer une atmosphère naturelle de la maison vernaculaire.
Mais le bois offre plus de symbolisme. Il formule une stratégie pour résister à l'industrie du bâtiment. Dans la situation néerlandaise, les constructeurs ne voulaient pas travailler avec le bois, mais ici, avec ces panneaux préfabriqués, ils doivent produire des détails pour laissant aucune place, selon Stollmacher, à l'idiosyncratique ou à l'excentrique. Le bureau aime bien le CLT pour son apparence solide par rapport aux éléments préfabriqués. Le bois sert aussi une autre partie de l'ordre du jour, faire des bâtiments avec une atmosphère très distinctive. On a testé la qualité du CLT dans beaucoup de projets. Ils ont découvert que l'atmosphère et l'humidité à l'intérieur des bâtiments étaient très différentes quand il y avait du CLT ou du béton, avec un caractère distinctif pour chaque pièce. Le bois est diversifié par la lumière, avec la fibre du bois à chaque fois. Ça donne un climat intérieur beaucoup plus optimisé. Revenons aux propriétés techniques du matériau, parce que comme je l'ai dit plus tôt, le CLT est fait de lattes de bois collées. Il a des propriétés structurelles qui défient l'application traditionnelle du bois, qui est normalement avec des poutres. Quatremer et Semper conçoivent cette matérialisation en tant que processus de développement. Il faut comprendre que le CLT a été développé dans les années 1990 à une alternative à des constructions en bois, aux dalles de béton humides qui ont perturbé le flux des constructions. Et donc, KSA s'est tourné vers un petit bâtiment en béton comme référence. Leverens, le kiosque de fleurs de l'architecte Leverens à Malmö. C'est un bâtiment extrêmement réduit, fait de murs de béton, de fenêtres nues et un toit incliné en cuivre, avec un grand surplomb. Dans cette hutte primitive, Kesey a trouvé une unité de construction d'espace et de matériel qu'ils visaient dans leur propre construction. Le kiosque à fleurs, la tectonique des dalles du kiosque à fleurs est utilisée dans le pavillon des parasites. Les plaques sont assemblées de manière tectonique, reliées au plancher et au toit avec des angles d'acier invisibles et avec des bandes de bois boulonnées, vous voyez ça à gauche, pour former un ensemble stable. Selon Stollmacher, le manque d'expression tectonique amène une certaine abstraction qui renforce l'expérience spatiale. La construction simple leur a permis de contrôler tous les aspects du bâtiment, de la construction, et un moyen de faire travailler les artisans dans le bâtiment en traitant directement avec l'entreprise de bois, avec le cadre de bois. Semblable au béton dans le kiosque à fleurs sur la gauche, qui forme à la fois des façades et des intérieurs, le CLT est utilisé comme construction et doublure. L'empreinte du coffrage en contreplaqué dans le kiosque à fleurs devient les lattes de bois du CLT. À certains coins, la tête des plaques, je peux faire ça, agrandir. Vous pouvez le voir, est conservé pour révéler la composition du matériau. Et comme dans le cas du kiosque à fleurs et de KSA, l'ornement découle des nécessités primitives de la construction. Distribuer l'électricité au-dessus de la pièce, l'isoler, de prendre des mesures acoustiques, des tuyaux d'incendie, tout en affirmant ce qu'un bâtiment doit faire. En ce sens, les deux pavillons sont des cabanes primitives, une architecture qui prend du recul avant le saut, des bâtiments solides, aucun revêtement, des gestes archaïques en effet. Dans le cas de Leverens, l'intention était très radicale, une complète déconstruction de l'objet architectural dans sa matérialisation et ses détails. Les fenêtres sont grossièrement collées sur le béton, avec du mastic noir et des raccords en acier pour attacher le verre. La porte noire est flottante dans le mur en béton.
Le grand toit est posé sur le dessus, le matériau isolant encore visible à l'intérieur. Il n'y a pas de tuyau de drainage. Tous les éléments sont tout aussi importants en utilisant le coffrage en contreplaqué avec des bords chanfreinés pour rendre le processus de fabrication visible. Le niveau d'abstraction intrigue le spectateur et introduit un nouveau terrain de jeu en revendiquant une autonomie absolue, un peu comme l'a fait Laugier. KSA a une intention différente, se référant plus à la cabane des Caraïbes de Semper. Semper prétendait que les débuts de l'architecture ne devraient pas être recherchés dans la hutte elle-même, mais dans les circonstances qui l'ont façonnée. Le rituel de l'habitation détermine le choix des matériaux et les techniques de construction, pas les règles architecturales elles-mêmes. KSA a finalement choisi le matériel afin qu'il puisse faire des maisons de caractère avec une forte existence matérielle. Le passage de l'intérieur à l'extérieur démontre que le rituel de l'habitation est apprécié par rapport à un livre d'images. Superdutch, par exemple, critique. KSA a fait beaucoup plus de projets avec CLT après cela, l'intégrant dans sa pratique, modifiant et raffinant les détails. Ils ont appris à équilibrer le matériau pour éviter de donner l'apparence majoritaire de bois en ajoutant d'autres matériaux plus discrets dans l'expression matérielle, comme le sol gris, vous avez vu. On contraste aussi l'expression atectonique du CLT avec des éléments tectoniques que vous voyez ici, les colonnes, les poutres de la véranda d'un de leurs projets qui ajoutent une autre couche à l'architecture. Ma dernière diapo, ça va, question temps? Bon, tout va bien. Rick Vert fait valoir que la cabane primordiale n'est pas un projet architectural concret, mais plutôt une quête de principe. Tant le kiosque à fleurs de Loverenz et la petite cabane de KSA ne sont pas un matériau, mais un principe. Il l'utilise de nouvelles façons pour des raisons stratégiques. Il les teste pour le potentiel d'atmosphère et haptique, avec des détails qui s'appuient sur des connaissances techniques et culturelles. En utilisant les outils d'abstraction et de déconstruction, il recalibre le matériau. En proposant des alternatives aux cultures et aux conventions architecturales, elles nous rendent conscients de ce que l'architecture peut nous offrir et nous fournit des outils pour revigorer la discipline. Ils peuvent trouver un soutien d'une source inattendue. Je suis tombé sur la déclaration DAVO de 2018 vers une Baukultur de qualité en Europe qui stipule une culture de construction de haute qualité s'exprime dans l'application d'un design conscient et bien débattu à chaque bâtiment. Et les pratiques matérielles sont un ingrédient indispensable à la construction d'une culture. Donc les pratiques matérielles sont un ingrédient indispensable d'une culture de construction. Pour citer Stuhlmacher, et en fin de compte, l'architecture est constituée simplement de matériaux. Merci de votre attention. Translators, I hope I didn't speak too quickly. La cabane, la tente, l'igloo sont des modèles architecturaux qui ont en commun d'appartenir à cette même famille des habitats premiers. Donc on peut entendre par habitat premier des types d'habitations relevant d'un mode de vie ancestral, tout comme des habitations de fortune édifiées par des populations déshéritées qui se caractérisent par un mode constructif relevant du bricolage, que Claude Lévi-Strauss désigne dans La pensée sauvage comme activité première. Ces habitations relèvent aussi d'une relation première à l'environnement, à la nécessité d'un abri ajusté aux conditions climatiques et qui convoque des ressources à sa portée. Ce caractère premier n'est donc pas exclusivement à considérer en fonction d'une temporalité, l'habitat des premiers hommes, mais également en fonction d'une hiérarchie des impératifs vitaux, en jeu dans l'habitat des favelas, par exemple, générés par des situations d'urgence et de précarité. Le corps exprime des besoins fondamentaux auxquels les habitations de ce type offrent une réponse immédiate autant que sommaire.
Les constructions sauvages qui émergent çà et là, et de plus en plus dans les espaces délaissés de nos métropoles, ont en commun avec la cabane des origines de n'être concernées entre autres ni par le confort offert par la technologie, ni par l'accès aux biens de consommation courants. Elles incarnent ainsi deux registres de l'altérité identifiés par l'historien Al Foster dans le retour du réel, à savoir l'économique et le culturel. L'autre, c'est à la fois le pauvre, c'est aussi l'éloigné culturellement, temporellement ou géographiquement. Et Al Foster montre comment ces registres sont largement exploités dans l'art contemporain, avec aussi certains travers. Parmi les nombreux acteurs qui s'intéressent à la question de l'habité, philosophes, sociologues, architectes, figurent les artistes. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, leur mobilisation sur ce sujet s'est traduite notamment par la production nombreuse d'installations, empruntant leur forme ou désignation aux figures archétypales telles que la hutte et l'igloo chez Mario Merz, la cabane chez Daniel Buren ou la tente chez Carla Accardi. Cette mobilisation se traduit aussi par l'empreinte processus de construction éphémère de type bricolage et recyclage chez Tadashi Kawamata par exemple, ou des stratégies d'implantation dans un environnement reculé, telles que le met en place Rirkrit Tiravanira par exemple dans The Land en Thaïlande, en collaboration avec certains architectes, ou Andrea Zittel dans le désert de Joshua Tree en Californie. Donc je vous propose brièvement d'interroger l'évolution du sens donné au recours aux figures archétypales de l'habité et au processus de construction archaïque dans le champ de l'art, en résonance avec les pratiques et productions du champ architectural. Car déjà dans les années 60, l'intérêt particulier des artistes pour ces types d'habitations est partagé par les architectes. Dès le milieu des années 50, dans le brutalisme en architecture, Rainer Banham relevait une tendance archaïsante de l'architecture. Bruno Zevi également, dans le langage moderne de l'architecture, remarqua comment la convocation de l'habitat des premiers hommes nourrissait alors la critique des modèles issus de la culture post-industrielle. Donc, il illustrait avec cette comparaison entre une habitation tunisienne et une réalisation de Robert Fry. Les deux rejoignent en fait Germano Ceylan, théoricien de l'art et critique, qui met en lumière la position critique de l'arte povera à l'égard de l'art minimal en particulier. Et donc, faire appel à un archétype tel que la cabane implique un intérêt pour ce qui adhère à la forme, une posture, autant qu'à la forme en elle-même et son usage. On sait que l'archétype de la cabane véhicule dans la société occidentale des valeurs, une utopie, un mode de vie et de construction censé être en harmonie avec la nature et ses rythmes. La littérature nous renvoie à Walden ou La vie dans les bois, par exemple. Conjointement au développement des villes et de la société de consommation, la cabane est devenue un des emblèmes de la marginalité ou de la liberté, selon que cet écart soit choisi ou subi. Le critique et théoricien de l'art Nicolas Bourriaud nous éclaire quand il explique les enjeux de la période des années 60, durant laquelle les artistes se réclamaient de l'esprit primitif en réaction au monde de la machine, de l'hyperconsommation et du clean. On commence, dit-il, à percevoir l'ambiguïté sur laquelle repose le commerce de l'objet primitif. L'art occidental ira alors puiser dans cette diversité des forces irréductibles à la circulation marchande, c'est-à-dire la dimension festive, éphémère et magique des sociétés tribales. Le land art ou le body art, dans lesquels on perçoit des échos du primitivisme, dénie l'appartenance de l'art au monde des objets pour le rattacher à celui de la cérémonie ou des espaces sacrés. La cabane et le tipi sont alors convoqués dans l'art non pas en tant qu'objet, mais comme agents collaborant à cette dimension communautaire et festive qu'évoque Nicolas Bourriaud. Au-delà de l'aspect symbolique de ce type d'habitation, la cabane, dans ses principes, renvoie, dans ses principes de construction et de formes dérivées, renvoie bien entendu au collage-assemblage
assimilée à une pratique artistique depuis Picasso ou Schwitters, et ainsi on peut lui adjoindre le statut d'œuvre d'art d'une certaine façon. Jean-Charles de Paul a développé ce point de vue pour ce qui concerne le champ de l'architecture dans sa thèse « Les sauvages de l'architecture », qui met en valeur, comme l'art brut, une pratique non savante de la construction instinctive, sans moyens, mais dotée de vibratilité et directement connectée au sensible. Plusieurs approches s'entremêlent donc. D'un côté, la question de la forme et sa production, qui peut s'assimiler à une œuvre ou une pratique artistique, et de l'autre, la symbolique rattachée à cette forme, liée à un mode de vie éloigné géographiquement, socialement, culturellement, historiquement, politiquement ou économiquement. À la fois, le comportement de se diriger vers ces modèles s'inscrit dans un procédé récurrent de la création qui est celui de l'éternel retour, on en a parlé. Ce retour aux sources accompagne cycliquement l'architecture et l'art dans leur production théorique et matérielle et agit autant comme gardien de certaines valeurs que comme un régénérateur. Dans son ouvrage « La maison d'Adam au paradis », Rick Werth l'évoque à propos de la cabane primitive, inséparablement témoignage du passé et guide pour le futur. Il me semble qu'en sollicitant les formes et principes émanant des habitats premiers, les artistes contemporains, en particulier depuis les années 90, expriment plus qu'une nostalgie ou qu'une simple contestation. Ils affirment d'abord une volonté de renouveau qui passe par l'habité en tant que forme, usage et état. L'œuvre de Mario Merz, qui a débuté dans les années 60, est anticipatrice d'un sujet désormais contemporain, qui est le rapport de l'homme à la nature et à son environnement. Les éléments que sont l'eau, le feu, la terre sont actuellement convoqués par de nombreux artistes, ici Xavier Veillant ou Marjetica Port, les deux parlant du rapport à un élément de nature et sa capacité à organiser des individus, par le regroupement autour du feu ou par la hiérarchisation sur le territoire, c'est ce que dénonce Marjetica Port, qui parle de la problématique de l'accès à l'eau, en particulier dans les favelas. Mais si Mario Merz développe donc un travail de sculpture et installation, dont la série des igloos, ces igloos ne sont jamais habités. L'igloo est pour lui une forme, une idéalité, et qui va explorer d'un point de vue de plastique, notamment par la fragmentation qui va s'opposer à l'idée de façonnage du courant minimaliste. Aujourd'hui et depuis les années 90, un certain nombre d'artistes souhaitent construire un espace concret de relations et d'échanges à l'intérieur de l'espace de l'art et au-delà. Le renouveau passe par le registre, notamment de l'analyse de la réalité ou sa rencontre directe. Loin des utopies, de l'exaltation et de la contestation des années 60, les artistes depuis les années 90 prennent plus largement la réalité telle qu'elle, en l'interrogeant, voire en envisageant de la modifier. Ils s'investissent sur le terrain et déplacent l'art vers le domaine de l'ethnographie, pour reprendre l'analyse de Hal Foster dans Le Retour du réel, qui plus précisément parle de la pratique de l'observation participante. C'est ainsi que Marjetica Port réplique dans les galeries des constructions observées dans la réalité de territoires désolés, tout comme elle va intervenir également dans des bidonvilles en construisant des édifices. Donc là, par exemple, vous avez une installation de Marjetica Port qui reproduit un petit édifice de corps unite qui a été réalisé dans le cadre d'un protocole d'aide à l'habitat de populations avec une difficulté de se loger et qui offre un point d'eau minimal sur lequel les habitants sont engagés à greffer des pièces supplémentaires. Andrea Zittel lance un projet sur un territoire donc à Joshua Tree à partir d'une réflexion sur les constructions générées par le Five Acre Homestead Act de 1938, qui a été un dispositif par lequel on confiait une portion de territoire en échange de l'installation d'une habitation.
Ce dispositif a généré des habitations bricolées, on peut dire. Et elle va installer également son atelier sur ce site en réalisant des expérimentations en connexion directe avec cet environnement particulier qu'elle va explorer, l'énergie du soleil dans le désert, qui va lui permettre de construire, enfin de fabriquer des matériaux qu'elle va recycler dans ses œuvres, etc. Rikrit Tiravanira va également lancer toute une expérimentation dans un village de Thaïlande et exploiter notamment la rizière et fabriquer avec certains artistes et des architectes des pavillons en utilisant également la force motrice d'animaux en place pour fabriquer, disons, en totale autonomie de l'électricité. Donc toutes ces constructions mettent en place des expériences ou valorisent des expériences en connexion directe avec une réalité, et elles s'inscrivent dans ce que Nicolas Bourriaud désigne comme une esthétique relationnelle. Mais ces productions révèlent l'essence même de l'habiter, ou l'acte fondamental de construire et de se construire, en se saisissant de la dimension d'expression liée à la mise en œuvre de matériaux et procédés constructifs, à travers la collecte, le collage et le bricolage, à travers aussi l'accaparation du temps en proposant des actes d'architecture éphémères attachés à un cycle et des références aussi au nomadisme, et à travers aussi une relation à l'environnement liée à un lieu spécifique. À travers les formes ou processus archaïques, il semble que les artistes révèlent une plasticité de l'habité dont le registre dépasse la stricte matérialité, en relançant un questionnement social plus fondamental, ouvert sur une sorte de reparamétrage. Cette démarche est à mettre en perspective avec un monde de flux et de connexions détachés du corps. On perçoit un appel à la préservation de celui-ci, qui s'exprime dans l'art, au-delà d'ailleurs de cette stricte thématique de l'archétype et de l'archaïque. Voilà, merci. Merci pour cette belle présentation. En plus, le temps est parfaitement respecté. Donc, nous allons maintenant entendre Éric de Thoisy, qui est architecte et chercheur en architecture, une discipline qu'il interroge en s'appuyant sur un double cadre de pensée philosophique et informatique. Il termine en 2018 une thèse de doctorat en architecture au laboratoire La Vue, sous la coordination de Véronique Fabry et Milad Douilly, et en partenariat à CIFRE avec l'agence d'architecture SCAU. Voilà. Merci. Oui, effectivement, c'est important de préciser que qu'une agence SCO est partenaire cible de ce travail, ce qui est particulièrement remarquable pour une thèse qui croise architecture et philosophie. Mon travail s'intéresse d'une manière générale à la manière dont le contexte numérique, comme contexte culturel, produit dans la pensée de l'architecture, en particulier dans la signification de l'architecture, c'est-à-dire la capacité de l'architecture ou non à signifier quelque chose. En relation avec ces deux journées, l'idée c'est de se demander si cette demande d'une nouvelle forme d'initialité peut être saisie dans le cadre du passage d'une histoire technique à une histoire numérique. Je m'intéresse en particulier j'ai commencé par m'intéresser aux espaces à usage éducatif, pédagogique, par exemple les bibliothèques. Par exemple, celle-là, qui a été, que vous avez tous vu probablement, l'un des projets les plus commentés de ces dernières années. La réception du projet a été intéressante en deux temps. Elle a été reçue d'abord avec une certaine mesure qui caractérise la critique, donc la plus belle bibliothèque du monde, plein de choses comme ça. Bon, c'est assez beau, hein, pourquoi pas. Donc c'est cette architecture enveloppante, courbe, que l'architecte, donc c'est MVRDV, c'est Winnie Maas, convoque deux figures pour décrire lui-même la bibliothèque. La figure de la caverne encore, donc son projet est comme une caverne, cave-like.
Donc c'est la réactualisation, encore une fois, de cette figure primordiale ou archaïque, qui est souvent considérée comme un point de départ d'une certaine pensée de l'architecture. Pensée de l'architecture comme enveloppe qui distingue un intérieur d'un extérieur, un humain d'un inhumain. Il y a une formule, par exemple, de Ortega y Gasset dans Collage City, l'architecture qui crée un enclos à part qui est purement humain. Et c'est surtout l'idée de l'architecture donc comme clôture et qui signifie l'humain, qui signifie l'habitable. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les murs de la caverne sont recouverts de livres. Ils sont même constitués de livres. Et ça, c'est en lien avec une deuxième figure donc primordiale convoquée par l'architecte, qui est celle de l'œil. C'est le nom qu'il donne à cette forme centrale. Donc c'est l'idée que toute cette matière mémorielle qui recouvre les murs est visible de partout, en particulier de cet œil. Et donc c'est, je pense, une deuxième responsabilité historique de l'architecture dans une certaine pensée classique, qui est signifier non pas seulement l'espace humain, mais l'espace humain avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur, avec toute son histoire, avec tout son patrimoine. C'est par exemple ce que dit McLuhan dans un très beau livre de Alexander Chermayeff, l'architecture comme reconstitution visuelle du passé. Voilà, c'est intéressant de, je vais le faire très rapidement, de mettre en lien ce type de formalisme architectural avec tout un contexte de production depuis une vingtaine d'années, à peu près. Qui vient d'abord ce qu'on appelle les architectes du numérique, des gens comme Greg Lynn ou Marcos Novak, qui ont des productions au statut un petit peu ambigu entre espace virtuel et espace réel, mais avec la rémanence de ces formes closes, enveloppantes, courbes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans des constructions bien physiques, par exemple avec Foster et encore une fois une bibliothèque à Berlin, l'Université libre, donc avec cette forme très close, très courbe. Et Foster est intéressant parce qu'il nous a donné une autre forme de cette enveloppe, mais c'est pas exactement la même, mais on est encore dans une clôture très nette entre un espace intérieur et un espace extérieur. Donc, est-ce qu'à partir de ça, on peut considérer qu'il y a une forme de redite, un petit peu dans les mêmes termes, d'une même histoire qui part d'une même figure archaïque ? Le cas de MVRDV est intéressant parce qu'il y a eu un deuxième moment de réception du projet, quand au bout de quelques jours de visite des journalistes et des critiques, ils se sont rendus compte que les livres étaient des faux, et ça a causé un petit émoi dans la profession qui témoigne d'un certain problème, je pense. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là dans le retour, dans la reconvocation de ces figures de l'architecture signifiante, enveloppante, qui ne fonctionne plus, puisque l'architecture est condamnée ici à faire semblant d'assumer une responsabilité. L'hypothèse que je veux proposer, c'est que cette crise de la signification est peut-être à saisir dans le passage d'une culture technique à une culture numérique. Pour le faire, je propose de passer par une confrontation entre Jacques Ellul et Alan Turing. Jacques Ellul, donc grand penseur de la technique, et théologien aussi, qui a écrit des très beaux textes sur les rapports entre théologie et technique, qui raconte que la technique et l'architecture sont les produits d'une seule et même histoire, une même création par Caïn, le premier bâtisseur. Et c'est d'emblée, Ellul le dit, la forme de l'enveloppe et de l'enracinement, donc c'est déjà le modèle grec de la physis, de l'autochtonie. Et ce qui est intéressant, c'est juste avant, donc ce qui cause ça, c'est bien sûr la chute de l'homme. Et ce qui cause encore un petit peu avant la chute de l'homme, c'est ce que Ellul nous raconte dans sa lecture de la Genèse, c'est la reconnaissance de la nudité et la reconnaissance de l'altérité des genres masculins et féminins. Pourquoi je reviens là-dessus ? Parce que Alan Turing, donc on peut considérer en simplifiant comme le fondateur de la culture numérique, de l'informatique, dans son texte le plus célèbre de 1950, et en particulier son passage le plus célébrissime qui s'appelle « Le jeu de l'imitation », donc qui est un travail assez complexe, à la fois technique, philosophique, littéraire, donc dans lequel il essaye de voir si on peut déplacer la notion d'intelligence vers les machines, ou plus généralement si on peut détacher la notion d'intelligence d'un substrat, qu'il soit machinique, humain, mais humain
masculin ou main féminin. Donc il organise ce petit jeu qui met face à face un homme, une femme et une machine. Et les trois ensemble jouent et doivent se faire deviner ou au contraire se tromper les uns les autres. Et la première étape du jeu, c'est précisément l'homme qui essaye de faire croire à la femme qu'il n'est pas un homme. Et donc c'est précisément une réflexion sur l'annulation de la possibilité de reconnaître l'altérité du genre, pas du tout l'annulation du genre, mais l'annulation de la reconnaissance du genre, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc on peut faire l'hypothèse qu'il y a peut-être là une nouvelle histoire numérique qui commence précisément avec, puisque cette étape autorise tout le reste du jeu, qui commence précisément avec l'annulation de l'hypothèse fondatrice de l'histoire précédente. Le cas de Foster, je ne l'avais pas pris par hasard, c'est parce que c'est encore plus intéressant si on dézoome un peu. Et si on voit qu'il a inséré son enveloppe un petit peu presque au forceps, au milieu d'une architecture qui raconte toute une autre histoire, qui est produite dans une époque très différente, qui est celle des années 60 à 70, l'époque d'une certaine crise de l'architecture dont parlait Jacques Lucan hier, où il y a eu un certain type de production, donc qui racontait tout autre chose de l'architecture, notamment de la capacité de l'architecture à signifier. Et il y a eu aussi des recherches théoriques à cette époque sur la signification avec Charles Yanks et plein d'autres gens. Et ce qui est surtout passionnant, c'est que ces projets ont été produits dans une époque d'échanges extrêmement puissants, à la fois théoriques et pratiques, entre informaticiens et architectes. L'informatique s'est construit comme une mimésis, une imitation de l'architecture. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais simplement le glissement du terme architecture informatique est le témoin le plus visible de cette histoire. Et pour essayer là-dedans de trouver un contexte rigoureux de repositionnement de la signification, c'est un exemple de ce qui s'est passé à cette époque avec Nicolas Negroponte. J'ai surtout, je propose d'aller à la partie la plus complexe du numérique, mais qui est en même temps la plus importante et la plus structurante. C'est le modèle computationnel qui a été proposé par Turing en 1936 dans sa thèse. C'est des choses un petit peu difficiles, mais c'est la proposition d'une nouvelle forme de pensée logique qui est à la base du fonctionnement de toutes les machines aujourd'hui. Donc c'est une pensée logique, formelle, qui est héritée de l'histoire des mathématiques, mais Turing déplace un petit peu les choses. Turing construit cette pensée logique comme une reconversion de la manière dont l'humain pense. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il fait de la notion de signification. Elle n'est pas du tout sortie du modèle de la pensée, mais elle n'est plus pensée comme un explicite, mais comme un implicite du modèle. Dès le début, il dit « Nous n'avons pas attribué de signification, meaning, et nous n'avons pas l'intention de le faire », mais surtout, il précise « Nous serons amenés à utiliser certaines formules, sinon nous les laisserons sans signification explicite. Une signification implicite peut éventuellement être suggérée. » Je le fais très rapidement ici, mais c'est passionnant de mettre en rapport Turing et Wittgenstein, qui se sont connus. Et notamment, Turing a passé 1 an à Cambridge juste après sa thèse, et il y a les cours de Wittgenstein qui racontent des échanges assez hallucinants entre les deux. Mais ce qu'on peut dire en mettant les deux pensées ensemble, c'est que le glissement de la signification vers l'implicite, c'est aussi un glissement de la signification, non pas comme un donné, de la pensée, mais comme lié à l'usage que l'on fait du modèle de la pensée logique. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Est-ce que cette nouvelle histoire de la signification a un intérêt pour l'architecture? C'est ce qu'on peut croire si on croise ces idées-là avec celles d'Eisenman, qui nous dit dans un texte en 1992, donc on n'est plus dans un paradigme mécanique dans lequel l'architecture explicitement a la responsabilité de signifier quelque chose, mais il annonce le paradigme électronique dans lequel, dit-il, des questions comme celle de la signification ne sont plus pertinentes, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on évacue cette question, mais qu'il s'agit, selon lui, et c'est ça qui est important,
qu'il s'agit de fabriquer un espace qui n'a pas l'air de signifier quelque chose. It doesn't seem to mean anything. C'est-à-dire, je pense que c'est à nouveau la possibilité de penser la signification comme un implicite. Est-ce que si on accepte ça comme un nouveau cadre pour l'architecture, est-ce qu'il y a une nouvelle histoire et est-ce que ça peut expliquer le retour à ces formes d'archétypes? Et est-ce que maintenant qu'on est dans la pensée de Wittgenstein, si on accepte ça, est-ce que là on a un cadre un peu plus fin pour penser peut-être pas l'origine d'une architecture, mais plutôt l'idée de fondation d'une architecture? C'est quelque chose qui est très important chez Wittgenstein dans sa pensée logique. La fondation et non pas l'origine, c'est quelque chose qui est bien là au point de départ, c'est indiscutable, mais c'est de l'ordre de l'indicible. C'est quelque chose qui est en dehors de ce qui est justifié ou non justifié, et surtout, c'est ni raisonnable ni déraisonnable, et cette formule m'intéresse particulièrement. Parce que Fujimoto est persuadé, lui, qu'il faut trouver une nouvelle origine de l'architecture. Lucan l'a bien remarqué dans son dernier livre, Fujimoto fait partie de ceux qui pensent qu'il faut retrouver une origine et qu'il y a une nouvelle histoire à écrire. Il oppose l'origine d'une pensée traditionnelle, c'est avec la figure du nid, qu'il illustre avec la maison Domino, dont on a parlé hier, et que Koulas a reproduite à Venise. La figure du nid, pour lui, c'est un espace qui est arrangé de manière hospitalière, c'est-à-dire que l'espace originaire de l'architecture est déjà préparé pour être habité, c'est-à-dire il est habitable. Et il préfère proposer une autre origine qui lui semble plus pertinente, c'est celle, on y revient, de la caverne, qui a priori peut ressembler pas mal à celle-là, c'est même assez troublant, sauf que la définition qu'il en donne est en fait absolument inédite, je crois, et absolument passionnante. Il nous dit la caverne est quelque chose qui est naturellement déjà là, mais surtout indépendamment du fait qu'il soit hospitalier ou non. C'est-à-dire qu'on est dans un espace qui est ni habitable, ni inhabitable. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en lien avec la fondation au sens wittgensteinien, comme quelque chose qui est ni raisonnable, ni déraisonnable. Voilà, donc c'est peut-être une piste pour reformuler une pensée de l'habité très ambitieuse, mais voilà, je terminerai là-dessus. Merci, bonjour. Le terme générique est généralement utilisé pour décrire des œuvres architecturales sans caractéristiques distinctives. Les emporte-pièces pour les gâteaux, ou des bâtiments de bureaux sans description long d'une autoroute. Cette utilisation péjorative du terme repose sur le contraste apparent de cette architecture avec les formes architecturales articulées et originales, valorisées dans la culture architecturale du XXe siècle. Cette appellation peut aussi s'étendre au monde urbain. Rem Koolhaas a écrit sur la ville générique comme une condition globale dans laquelle les villes, comme leurs aéroports, sont devenues tous les mêmes. Dans ces exemples, le générique est ennuyeux et non décrit, une architecture non autorisée du banal. Mon utilisation du terme générique, cependant, s'appuie sur une définition plus large du terme comme étant non spécifique. Et dans cette utilisation du terme, générique n'est pas du beige, pour utiliser le descripteur de Koolhaas, ou ennuyeux, mais simplement ce qui, dans son manque de spécificité, suggère quelque chose de plus, ou de plus que ce qu'il est. J'emprunte ce sens du terme aux critiques littéraires
Harold Bloom, dans son livre, parle d'une démonisation, une diabolisation. Il écrit les moyens par lesquels un poète s'ouvre à ce qu'il croit pouvoir être dans le parent poème, qui n'appartient pas aux parents proprement dit, mais à quelque chose au-delà de ce précurseur. Fin de citation. En d'autres termes, le poète tardif trouve quelque chose dans le travail antérieur qui semble plus grand que le poème lui-même. Le poète tardif, et je cite à nouveau, généralise ensuite l'unicité du poème précédent. Ma provocation, à la suite de celle de Bloom, est donc la suivante. Comment pourrions-nous comprendre la conception architecturale comme un processus analogue de généraliser l'unicité des œuvres antérieures? Dans la brève période de temps qui me reste, je vais examiner 3 œuvres architecturales de la fin du XXe siècle. La First Unitarian Church de Louis Kahn à Rochester, monument à la résistance d'Albert Rossi, 65, et la Franklin Court de Venturi et Roche à Philadelphie en 76. Dans ces exemples, un passé architectural est construit non pas avec des allusions à des œuvres antérieures ou en consignant des éléments de projets antérieurs, mais en articulant et en identifiant des qualités génériques. C'est dans cette création du générique que nous trouvons l'expression d'un langage architectural archaïque déhistorisé. Quand on a demandé à Louis Kahn de concevoir une église pour la congrégation unitarienne à Rochester, New York, en 1959, il parlait du fait qu'il ne connaissait pas beaucoup cette religion et qu'il savait simplement qu'ils étaient intéressés par la question plutôt que par la réponse. Cette question est devenue l'initiateur de la conception de Kahn pour l'église. Et dans cette forme bien connue de Kahn, pour le projet, on voit au centre un point d'interrogation. Dans un carré, autour du carré, 3 anneaux circulaires, concentriques. L'espace le plus intime s'appelle ambulatoire, lui-même entouré d'un corridor, et enfin un autre anneau qui représente l'école. Ce dessin n'était pas, Kahn l'a affirmé à plusieurs reprises, une représentation d'une solution ou d'un plan spécifique pour le projet. À la place, il illustre ce qu'il a appelé la forme. Et la forme, peut-être que vous le savez, dans la définition de Kahn, c'est ce qui est le contraire de ce qu'on pense en étant une forme. La forme, pour Kahn, c'est ce qui précède la conception. Dans son article de 61, Forme et conception, Kahn définit la forme comme harmonie, ordre, un sens sous-jacent qui n'a pas de forme ou de dimension. Donc la forme de Kahn est exactement le contraire du sens de la chose résolue, du matériel. Il s'avère plutôt à ce qui précède toute manifestation architecturale. Je crois qu'on peut voir ici les liens avec les notions de Quatremer et de Quincy, qui définit une idée avant l'instanciation. Pour Quatremer, le type est le noyau, pas la même chose, mais la raison originaire de la chose. Le type n'est pas spécifique, mais générique. La forme n'est pas destinée à suggérer une résolution architecturale. Kahn montre un plan initial qui a suivi de trop près, qui ressemble trop au diagramme, mais qui ne personnifie pas cette idée. Il nous montre un autre plan qui s'éloigne. La congrégation a des besoins différents. Il a dessiné un nouveau diagramme. Et en fait, il a fini par revenir à la forme originelle et est revenu à la forme. La forme a tenu, pour parler comme Kahn. La forme diagramme, c'est la mesure à l'aune de laquelle tout le reste doit être jugé. Le résultat final, l'architecture, est donc redevable à ce dessin, mais il n'y a aucun cas une progression linéaire du dessin à la construction. Le diagramme de forme pour Rochester pourrait sans doute
servir de diagramme de forme pour n'importe quel nombre d'œuvres. Après tout, il est assez générique pour suggérer de nombreux résultats. Mais l'architecture spécifique qui en découle, comme une seule, cette église unitarienne de Rochester, sert aussi à valider et à renforcer la conception du premier dessin de forme. Ce n'est qu'après la création du dessin final que le dessin devient son antécédent. Là, le début est défini par son point final, en quelque sorte. Pour conclure sur Kahn, la puissance de ce possible résultat, sans proclamer qu'il n'y en a qu'un seul, ne se réfère à aucun précédent, mais plutôt suggère une idée architecturale généralisée, une essence primordiale, ce qui est avant l'architecture. Le monument à la résistance de Rossi, en Italie, 65, offre une autre généralisation du passé architectural. Le monument de Rossi est composé de 3 volumes élémentaires, moulés en béton brut, qui se superposent comme des blocs d'enfants, des cubes surdimensionnés. Un cylindre suppose une extrémité d'un prisme triangulaire, l'autre extrémité reposant sur une boîte rectangulaire qui apparaissent fermées d'un côté mais qui semblent de l'autre côté ouvertes pour devenir 2 murs avec un escalier qui mène à une plateforme au sommet. Les nombreux écrits de Rossi sur la notion de type architectural offrent un autre aperçu de l'idée du générique tel que démontré dans ce projet. Rossi définit le type comme un principe logique qui est antérieur à la forme et qui le constitue. Fin de citation. Le type architectural permet des types constants prédéterminés d'émerger. Et l'architecture est quelqu'un qui peut tout faire, finalement, et qui peut interagir avec des problèmes contemporains. Les formes géométriques simples de ce mémorial peuvent être vues comme des vaisseaux pour ces mémoires architecturales, historiques. Elles sont déployées pour cela, pour ces associations, pour se relier à ce qui a dit quelque chose précédemment. Il y a la sensibilité de loger le triangle au-dessus du cylindre appelé colonne, mais ce sont des volumes primitifs qui font cette relation avec l'histoire. Ça vaut la peine de le relier, ne serait-ce que pour un moment, avec le solide de Sullivan. Et je ne suggère pas que Rossi fournit un catalogue de formes proposé au Corbusier. Non, ce n'est pas la méditation platonique sur les éléments. Mais ça résonne avec cet sentiment beaucoup plus profond, avec l'histoire de l'architecture. Donc, l'archaïque réside dans ce projet, non pas dans un dessin, mais dans le travail architectural lui-même. L'unicité d'une référence historique particulière est généralisée en faveur d'une solution géométrique abstraite. Exemple final de ce que je définis comme ce générique architectural, c'est la Franklin Court de Venturi, construite en 1976 à Philadelphie pour le bicentenaire des États-Unis. La firme Venturi et Roche était invité à concevoir un monument consacré commémoratif de Franklin, Benjamin Franklin, chez lui, à Philadelphie. On ne savait pas grand-chose des structures d'origine qui occupaient le site. Plutôt que de tenter de reconstruire ou de reproduire la structure existante, les architectes ont plutôt choisi de créer une paire de ce qu'ils ont appelé des structures fantômes, qui suggèrent la forme et l'emplacement du bâtiment d'origine. Construits en acier tubulaire, peint, les structures sont essentiellement des 3 dimensions des caractéristiques typiques d'une maison unifamiliale isolée. 4 murs, une porte, une cheminée, délimitées dans ces tubes métalliques. Comme dans le monument de Rossi au Sigrate, la forme suggère quelque chose au-delà d'elle-même.
Dans ce cas, cependant, ce quelque chose au-delà est à la fois une structure spécifique qui occupait précédemment le site, mais aussi l'idée de maison plus largement. Les contours nacitubulaires servent de diagramme en 3 dimensions. Je l'ai trouvé de la main de Venturi dans les archives. Il proclame « Je suis une maison ». La Franklin Court est aussi une généralisation des projets antérieurs de Venturi, notamment la maison Vanna Venturi de 62 et les maisons Trubek et Wislotsky de 71 à Nantucket. Ce sont tous des itérations de la même idée de base. Tout comme sa collection d'exemples historiques ressemblait dans complexité et contradiction pour illustrer des concepts particuliers, pris ensemble, ces éléments de son travail prennent des caractéristiques génériques reconnaissables de la maison, le toit, pignon de la maison, etc., et les déploient par des moyens qui attirent l'attention sur leurs conventions et leurs qualités partagées, communes. Franklin Court offre un point final à cette enquête dans l'idée de la maison. L'idée de maison est maintenue dans la mesure où il n'y a plus de matérialité du tout, pas d'enceinte, pas d'intérieur, d'extérieur, juste un aperçu de sa forme. Tout ce qui nous reste, c'est une essence de maison. Chacun de ces 3 projets aborde la question de l'archaïsme, en ce sens qu'il représente un générique. Chacun de ces projets complique la question d'origine. Le passé est construit comme une idée non spécifique qui précède l'instanciation architecturale. Chaque exemple fait appel non seulement à une notion généralisée du passé, mais aussi il détermine ses qualités génériques du passé. Ce que Kahn généralise est la nécessité de la matérialisation elle-même. Le passé n'est plus construit comme une ou plusieurs choses, mais comme l'idée qui précède les choses, les objets. Le résultat final, chez Kahn, est une architecture complexe, basée sur une idée simple et préformelle. Contrairement à la forme complexe de Kahn, qui émerge d'opérations de simplification, les formes simples de Rossi émergent d'une méditation complexe sur leurs valeurs culturelles de longue date, de longue durée, en tant que forme. Ici, j'utilise forme dans le sens kahnien du terme. Rossi définit les formes géométriques de base qui sont elles-mêmes des éléments archaïques. Elles généralisent l'unicité des antécédents spécifiques de forme et servent de référent d'association au sens le plus large. Venturi généralise l'unicité du type lui-même. Il génère l'image d'une maison, désignant l'idée de maison, sans attribuer la matérialisation de l'architecture. En conclusion, ces 3 exemples que j'offre comme provocation suggèrent un récit révisionniste du rapport du postmodernisme à l'histoire, dans lequel le passé n'est pas accessible seulement par des pastiches ou des collages, mais par une méditation sur les débuts de l'architecture par le générique architectural. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonjour, je vais faire une proposition sur en fait la relation entre Le Corbusier, les processus de l'écharnage, que c'est mon titre en fait de mon proposition, un processus que, comme je précisais, archaïque qui évoque la modernité. Le concept d'archaïque peut assumer différentes formes en Le Corbusier. Très souvent, la critique a identifié dans l'œuvre de Le Corbusier plusieurs références au monde antique, surtout dans la recherche de la pureté classique.
Cependant, la citation de l'antique et la référence de l'archaïque envisagent deux démarches différentes. D'un côté, on a les gens Jean-René qui étudient les archétypes classiques et qui apprennent l'architecture antique. D'un autre côté, on a Jean Héré du Voyage d'Orient qui découvre la vraie nature de les archéologies. Si on cherche l'archétype dans son imprinting, on trouve des images plutôt dans les photos et dans les disons réalisés pendant les voyages. Ici, sur les carnets de voyage, il imprime ses suggestions. Les disons et les photographies montrent son intérêt émotionnel vers les processus de la dégradation de la matière. Il est étonné et fasciné par l'architecture en ruine. Il observe la nature brute des objets. Soit qu'il s'agisse des architectures, soit qu'il s'agisse des pièces. Ça montre un désir de revenir aux origines, à l'essence de l'architecture. Quand il observe de loin pour la première fois l'acropole d'Athènes, il commence à désigner cette architecture qu'il voit dans les paysages, qu'il voit loin, et à côté, il écrit comme une carcasse tragique, passionnante, symbole tragique de la condition humaine. C'est ici que Le Corbusier il commence effectivement à découvrir l'architecture antique et il commence effectivement à voir tous les archétypes. Il commence à reconnaître, à isoler les trilithes et les systèmes basiques de l'architecture grecque. Comme effectivement à Rome, parce que aussi à Rome, il trouve un cœur des architectures dont son intérêt. Et donc, il peut là se rappeler des paroles de Viollet-le-Duc qu'il a étudié avant de partir pour ses voyages et qu'il a monté une manière de découvrir cette architecture romaine parce qu'ils sont capables effectivement de monter sa puresse parce qu'ils sont déjà nus de tous les autres matériaux et donc ils peuvent monter les vraies formes de l'architecture primaire, des formes dans lesquelles Le Corbusier il peut s'inspirer pour son architecture. Mais en même temps, l'architecture romaine, il présente d'un certain côté un passage plus tragique parce que c'est vrai qu'il avait aussi des éléments qu'il pouvait reconnaître, mais l'architecture romaine, comme il l'a visitée et comme elle est aujourd'hui aussi, il ne donne pas effectivement la vraie forme de l'Antiquité. Donc, quand il est arrivé à Rome, il est resté choqué parce que c'était très difficile pour lui d'isoler les pièces et d'apprendre l'archétype. Et c'est là que s'est activée notre manière de voir l'architecture, qu'il a commencé à se rapprocher aussi à la capacité des ruines romaines d'être émotionnelles. Et donc, on voit ici dans son photo et aussi dans des cartes postales qu'il a achetées à Rome, un intérêt différent, d'une différente manière qu'on retrouve aussi dans l'esquisse. Donc, ce ne sont pas justement des photos pour s'organiser et pour se rappeler de cette situation, pour trouver des coordonnées. Effectivement, il a commencé à redésigner aussi ces ruines où la matière elle a changé, parce que les temples et donc le processus archaïque des temples, il a changé la vraie forme. À la même manière, à Pompée, il avait plus de chance, parce que si Pompée il est bien conservé, et à la même manière de la visite qu'il a fait dans l'acropole en Grèce, il pouvait isoler les pièces et il pouvait découvrir aussi une autre chose, parce que comme je disais, c'est bien conservé, il a commencé à voir l'absence des pièces. Cette manière de les domes romaines qui l'ont conservé effectivement la plupart des pièces de l'espace de les maisons, mais qu'en même temps, ils ont monté une autre manière de pouvoir organiser un espace.
Et il commence à représenter ça dans l'intérieur et dans l'extérieur de la maison, de l'Idomus. Et aussi, ça c'est notre objet intéressant, c'est notre carte postale qu'il a achetée à Pompéi, qui est effectivement un peu bizarre de la trouver dans son chose, parce qu'il montre une existence qui n'est plus là. Il montre effectivement un intérieur imprimé sur la façade d'un bâtiment qui n'est plus là. Et donc, cette tension entre l'intérieur et l'extérieur, qui est toujours un sujet très intéressant dans l'espace archéologique. Et encore intéressant, c'est que pendant les voyages d'Orient à Istanbul, pendant l'année, une partie d'un quartier de la ville s'est brûlée. Et le matin, après, il est parti pour les voir. Il a commencé à prendre des photos. Ce sont des photos intéressantes, ce sont des photos qu'il a déjà publiées Tom-Benton, donc beaucoup de choses que vous regardez ici sont déjà publiées. Mais surtout, la critique, il donne à cette image toujours une force pour voir toujours la puresse de ces volumes qui sont brûlés et qui donc ils peuvent raffigurer effectivement des éléments primaires. Je trouve au contraire que ces photos, ils représentent notre recherche qui s'est développée à petit dans la vie de Le Corbusier vers le processus archétype de la destruction de la matière, de ces faits que les temples il peut donner à les objets et les architectures. Ici, on est à Arcachon. On est pendant un moment très heureux de Le Corbusier, pendant les vacances. Et là aussi, il commence à collecter des objets qui sont intéressants pour lui, pour sa forme. En fait, ces processus de l'étampe, les processus archaïques, de l'étampe, il peut donner des éléments intéressants pour la forme qu'il peut avoir après l'étampe. La fascination de l'archaïque devient finalement, dans la composition le corbusienne, un retour aux origines. Elle assume l'essence de l'action de l'écharnage, un processus de réduction, de soustraction des pièces et de brutalisme de la matière, un processus qui amène l'architecture à sa vérité primordiale, inspirée à l'action du temps qui ruine la matière. Et c'est la première forme qui prend l'action de charnage, c'est ici, dans la maison dominant, et c'est la carcasse. Effectivement, ici, un des premiers systèmes pensés dans Le Corbusier, on voit effectivement l'acropole d'Athènes qui regardait de loin, dans un système proposé que c'est effectivement la transformation d'une structure parfaite et moderne en même temps. Ou ici, comme dans l'appartement Bességui, où on voit un certain rappel à l'absence qu'il avait vue pendant la visite de Pompéi. Ou à la maison du lac, où cette absence, ils sont la construction de toute la composition de l'architecture de la maison. Effectivement, on a un souvenir de ces maisons qu'elle est composée effectivement dans les murs. C'est l'image qu'on a dans l'extérieur de la maison, c'est l'image qu'on a dans la vision dans les lacs. Et donc, c'est cet élément qu'il a perdu des pièces, qu'il devient l'image de son architecture. Mais pour arriver à des grandes absences, on doit aller loin vers les œuvres matures de Le Corbusier pour effectivement se rendre compte que l'absence totale, il a commencé à construire la plupart des projets de Chandigarh. L'Haute-Cour, par exemple, que c'est la première œuvre qui s'était réalisée, elle est réalisée pour une structure en béton, pour des arcades monumentales qui sont à la même temps structure et image. On n'a pas une façade. On a toujours la sensation, quand on se balade dans ces bâtiments,
d'être dans une chambre archéologique, parce que l'intérieur et l'extérieur sont toujours là. Et ces grandes absences, on peut aussi les sentir dans des architectures plus petites, comme la maison Chaudin, où effectivement sa maison, si on voit l'esquisse et si on voit la réalisation, nous pouvons voir que effectivement la réalisation, elle est encore plus, dans la réalisation, elle est encore plus forte, ces sens d'absence et de soustraction de tous les parties qu'elle pouvait clôturer la maison. Le troisième forme de l'archaïque et Le Corbusier est l'exhibition de la matière brute et la spoliation de l'architecture. Dans la conception de la maison Mandrot, se retrouve pour la première fois un purisme qui veut sortir dans les matériaux naturels, dans la rugosité de la pierre et dans l'imprécision des légendes. Effectivement, on a abandonné les périodes des maisons blanches. Et ces maisons, elles arrivent de ces projets, de ces réalisations, c'est effectivement quelque chose de bizarre. Parce que pendant l'année 30, Le Corbusier il a réalisé toujours des figures très pures, qu'on pouvait les revoir dans l'ordre classique de l'architecture antique. Mais il n'avait jamais utilisé un matériau brut pour réaliser une architecture. À la même manière, dans les projets de la maison de Saint-Cloud, on voit ici un rappel toujours très fort dans l'utilisation de la brique, mais aussi dans la sensation que cet espace il est effectivement une ruine. C'est une maison qu'on voit là et qu'elle a aussi une attaque de la végétation, donc ce n'est pas casuel. Et pour terminer, aussi l'utilisation du béton brut, et donc l'utilisation du matériau qui pouvait effectivement donner des effets chaque fois, en différentes manières, pour arriver à une architecture qui est déjà vieille. Si on voit cette photo, par exemple, du palais de l'Assemblée de Chandigarh, on voit que ces typologies de matériaux, ils peuvent bien représenter la force et l'envie d'avoir une architecture déjà passée. On les voit aussi à Ronchamp. Aussi la différence de la manière de l'utiliser, les bétons. Et je vais conclure avec une réalisation emblématique qui peut bien synthétiser effectivement tous les éléments que j'ai classés, que c'est la Tour des Ombres à Chandigarh. La Tour des Ombres est une synthèse des processus de retour à l'essence, la réduction de la structure nue, l'absence des pièces et l'exhibition de la matière. La Tour des Ombres de Chandigarh, il exprime toute la fascination archaïque du maître. Celle n'est qu'une structure réduite en carcasse, sans cloison qui clôture l'espace et sans peu qui ne cache la matière. Je vous remercie.